troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Succès Masra, leader du mouvement tchadien, les transformateurs et ancien économiste à la BAD. Ibrahima Keïta, consultant indépendant en communication. Alfred Tchongo, notre éditorialiste. Nous parlions donc de la présence chinoise en Afrique et peut-être aussi l'une des questions à poser si finalement le continent n'est pas en train de reproduire ce qui s'est passé, en tout cas en termes de partenariat avec les anciennes puissances coloniales. Ça n'est pas impossible. Mais il faut que l'Afrique se réveille. Il est grand temps. Tout le monde s'accorde à dire, et tout le monde voit aujourd'hui que tous les pays occidentaux, y compris la Chine, la Russie, convergent vers l'Afrique. Donc ce n'est pas un hasard. On est au XXIe siècle. Je pense que les enjeux d'aujourd'hui tournent autour de l'acquisition du savoir. L'intelligence étant la chose la mieux partagée au monde, ça a été dit, l'intelligence par rapport à la Corée du Sud. La Chine aujourd'hui, c'est quand même 1,4 milliard d'habitants. C'est la deuxième puissance économique mondiale aujourd'hui. Aujourd'hui, la Chine est en train d'avancer lentement, mais sûrement de façon stratégique, pour avoir une position quasi hégémonique en Afrique, pour isoler effectivement l'Occident et les États-Unis. Donc, et ils poussent leurs pions, et c'est à nous de réagir et de faire en sorte, parce que quand même, quoi qu'on dise, l'Afrique est le continent où le taux de jeunes est le plus élevé. Cette jeunesse-là, ça a été dit par Masra tout à l'heure, mais il faut qu'elle soit rapidement formée. Accorder la priorité à l'éducation, la formation, pour que ces jeunes-là puissent se substituer à cette main-d'œuvre étrangère qui est déjà qualifiée et qui vient d'ailleurs. Je pense que c'est un point très important aujourd'hui, parce que, quoi qu'on dise, il faut que l'Afrique comprenne que la mendicité a ses limites. On ne peut pas avoir autant de richesses et que ce soit des pays qui viennent d'ailleurs et qui viennent nous poser leurs règles. Mais ça repose également sur quoi, effectivement? Sur un déficit de connaissances et de compétences chez nous. Et c'est ça qui est dommage. Donc il est temps que l'Afrique, et quand je dis l'Afrique, les dirigeants, une fois de plus, que les dirigeants se réveillent, un tant soit peu s'ils aiment leur pays, pour que la priorité soit donnée à l'éducation, à la formation et bien entendu à l'initiative privée pour que ce soit les Africains eux-mêmes qui prennent le destin de leur continent en main. Oui, mais juste une dernière chose, mais on l'a dit en off tout à l'heure. Il y a certains chefs d'État africains qui sont au pouvoir depuis 30 ans, 32 ans. En 30 ans, voyez ce que la Chine est devenue et comparé avec ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Tout est là. C'est-à-dire ce paradoxe de la Chine qui était un pays sous-développé totalement il y a 30 ans et aujourd'hui qui devient la deuxième puissance économique au monde, le premier financeur des économies africaines. C'est tout dire sur la question du leadership. Absolument. Et surtout de cette vision qu'ont eu les Chinois de dire nous misons sur l'intelligence, nous misons sur le savoir, nous misons sur la connaissance et dès que nous aurons cette maîtrise-là, cet acquis-là, ce savoir-là, nous allons pouvoir produire nous-mêmes. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, de conquérir le monde avec ça. Oui. Et je ne peux pas ne pas être plus d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'intelligence, je dis souvent, la matière première de développement du monde qui vient, c'est la matière grise. L'intelligence collective, cette intelligence, elle existe sur le continent africain. Comment nous pouvons l'utiliser? Cette réponse passe par l'engagement aussi, y compris des nouvelles générations, à prendre des positions de leadership dans nos pays. Ça, c'est un élément important. Il faut que nous nous rendions compte de la force que nous avons sur le continent africain. Dans certains pays comme le mien, le Tchad, plus de 70% est de ma génération. Nous sommes nombreux, les gens ont été formés et tout. La question maintenant, c'est comment nous pouvons prendre des positions aussi pour contribuer à la véritable transformation de nos pays. Et donc, c'est aussi de se rendre compte. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1 milliard. En 2050, on sera 2 milliards. Une personne sur 4 dans le monde sera africain. Ça peut être une force incroyable, mais c'est maintenant que ça commence. L'engagement pour transformer nos pays, ça passe aussi par à la fois la lucidité dans l'analyse que vous avez faite sur les 30 dernières années, le type de leadership que nous avons eu. Est-ce que nous voulons continuer encore avec le même type de leadership sur les 30 prochaines années? Là est la vraie question. Et quand vous prenez un pays comme le mien, le Tchad, qui, malgré les ressources pétrolières que nous avons, aujourd'hui, les salaires des fonctionnaires de cette fin d'année 2018, décembre, c'est un prêt international
Que ces prêts viennent de la France ou de la Chine ou de la Russie, pour l'ensemble des Tchadiens, c'est une honte nationale que de devoir prendre un emprunt sur des dizaines d'années pour payer les salaires des fonctionnaires dans des pays où nous avons des ressources extraordinaires. Et ce défi, c'est un défi qui se pose à nous au Tchad, mais pour les autres Africains aussi. Absolument. Si nous voulons gagner de la fierté demain, être des gens qui pourront être respectables demain, les Africains qui nous regardent, la question qui se pose à nous tous, c'est comment nous pouvons, dans un dialogue intergénérationnel, mais en tirant les leçons aussi de là où nous avons collectivement échoué jusqu'à présent, pour faire en sorte que demain, nous ne continuions pas. Parce que, à ce rythme, et avec la même méthode dans laquelle nous sommes aujourd'hui, encore 30 prochaines années, la Chine sera à 2 vitesses devant, 3 vitesses, et nous allons continuer à quémander, à tendre la main. Là aussi est l'un des vrais défis qui se posent à l'ensemble des Juste pays d'un mot. africains. Juste un mot moi, je voudrais juste d'un mot qu'il ne faut pas perdre de vue également. Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Qu'effectivement, au sein du siège de l'Union africaine, il s'est écrit en chinois. Aujourd'hui, la langue des affaires, après l'anglais, l'une des plus répandues, c'est le mandarin. C'est le mandarin. Parce qu'ils ont compris, ils sont dans une logique business aujourd'hui. Ils sont dans une logique business. C'est dans les écoles, on demande, dans les écoles au niveau même de la primaire, on propose maintenant aux élèves. C'est une des langues à choisir, le mandarin en fait partie. Donc c'est juste pour dire et pour conclure à mon niveau qu'ils ont compris une chose, une belle phrase qui dit que c'est de l'instruction que naissent les grandes nations. Bien sûr. Tout simplement. Alors, quand même, là, on comprend bien qu'on est là face peut-être à une réalité diverse au sujet de ce partenariat avec la Chine. Alors, pour bien comprendre la situation, il est également quand même important d'évoquer la question des IDE, les investissements directs étrangers vers la Chine, des investissements qui s'élèvent à 2,4 milliards de dollars en 2016 contre 2,9 milliards en 2015. Ces IDE sont en baisse. Je parle sous votre contrôle, succès Masra. Alors, avant d'être un investisseur massif, cela veut dire que la Chine est avant tout un fournisseur de marchandises, puisque voilà, on voit bien que en termes de marchandises, véritablement, la Chine est à l'offensive. Oui. On pense toujours que la Chine investit énormément, mais finalement, ses idées sont en baisse. Mais bien sûr, bien sûr. Et les Chinois, ils comprennent. Ils montent dans la gamme, dans la chaîne de valeur. Prenez le secteur de l'énergie, par exemple. L'ensemble des panneaux solaires ou les plus compétitifs sont fabriqués aujourd'hui en Chine. L'énergie, ce que la Chine produit comme capacité, 10 gigas installés chaque année. L'Afrique a besoin de combien? 150 gigas à peu près, 160 gigas pour avoir la couverture universelle. Et la Chine, chaque année, met 10. Donc en 10 ans, la Chine est capable de faire ce que le continent africain, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été capable de faire. C'est là aussi les vrais défis. Et donc, pourquoi ils peuvent le faire? Parce qu'ils mettent du sérieux. Et ils savent bien que l'Afrique est un marché d'avenir. Donc, ils placent aussi leurs pions dans la dynamique où, demain, je vous l'avais dit tout à l'heure, 1 personne sur 4 à travers la Terre sera sur le continent africain. Ça, c'est un marché gigantesque d'avenir. Donc, évidemment que les gens se battent pour cela. Donc, c'est à nous, les Africains, d'être conscients de cette force-là. J'allais dire à nous, les Tchadiens, les Africains, les Camerounais, les Ivoiriens, en tout cas tout le monde, d'être conscients de cela et de travailler à créer les conditions d'une véritable transformation, à la fois de nos économies, de notre pratique de leadership et de notre capacité demain à faire en sorte que notre diplomatie soit aussi plus intelligente, plus aguerrie, plus offensive. Vous allez dans les négociations internationales. Je vous le dis, les Chinois, quand ils doivent aller négocier à l'international, suivant qu'ils vont en Afrique, qu'ils viennent en Europe ou ils vont aux Nations Unies, les types de compétences qu'ils mobilisent sont aussi à la lueur de ce qu'ils pensent avoir en face d'eux. Et vous n'observez pas la même chose au côté africain? Ce n'est pas systématique. Nous privilégions les cousins, les neveux, nous y allons parfois pour aller négocier des choses sur lesquelles les gens ne prennent même pas le soin peut-être de lire. Ce n'est pas insulter l'intelligence des Africains. Ils n'ont même pas la compétence. Voilà, J'allais venir, l'intelligence des Africains que de le dire. Mais c'est de le dire avec un sentiment d'un pincement au cœur, de l'énorme gâchis. Et ce n'est pas seulement un seul pays, c'est beaucoup de nos pays qui doivent se ressaisir et changer cette façon de faire. Et je dois dire, c'est peut-être aussi aux nouvelles générations de s'engager dans cette marche de transformation du continent africain qui est indispensable si nous, demain, nous voulons créer les conditions. Parce que devant nous, le défi, c'est plus de 10 millions d'Africains qui rentrent sur le marché de l'emploi chaque année, à qui il faut trouver de l'emploi. Ceux-là, ce sont des bombes à retardement. Donc si nous ne répondons pas à ces défis de façon intelligente et intelligible, eh bien, nous n'allons pas y parvenir. Donc, c'est pour cela que nous autres, nous nous engageons aussi à l'échelle de notre pays, le Tchad, pour la dynamique de transformation indispensable du pays dans tous les domaines. Ça passe aussi pour l'ensemble de ces aspects-là qui sont importants.
important. Alfred Chango? Alors oui, absolument. Je crois que c'est un impératif pour tous les pays africains. Mais la Chine a compris cette chose-là depuis longtemps, c'est-à-dire que, d'un côté, on investit à l'étranger, mais de l'autre côté aussi, on peut recevoir pour équilibrer un peu la balance. Mais la Chine ouvre quand même son marché aux investisseurs étrangers avec parcimonie ou avec intelligence, en évitant justement tout ce qui est concurrentiel, par exemple, ou en exigeant des partenariats de joint venture avec les entrepreneurs chinois, en exigeant le transfert des compétences, des savoirs et des technologies, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Ce qui fait effectivement aujourd'hui, la Chine n'est pas seulement le premier financeur de l'Afrique, même des États-Unis, de l'Europe, a racheté toute une série d'entreprises et puis de fonds européens ou américains, mais de l'autre côté, ils savent effectivement que pour construire par exemple leur propre avion, ils ont signé des accords, mais ils ont discuté pendant 10 ans avec l'Union européenne, Airbus, pour transférer les technologies et être d'accord, disant mais effectivement, oui, nous acceptons que vous veniez produire, mais le transfert pour que les techniciens chinois puissent acquérir justement ce savoir-faire-là. Je crois effectivement que c'est dans cet esprit-là que l'Afrique doit tendre, c'est vers cet esprit-là. Alors, il y a bien sûr la question de l'endettement, mais on arrive un petit peu vers la fin de cette émission. Il nous reste quelques secondes pour parler de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. C'est dans notre Zoom Société. Les femmes entrepreneurs, un pilier de l'économie, notamment en Côte d'Ivoire, mais difficile encore pour elles de sortir du secteur de l'informel à cause notamment d'un secteur bancaire inadapté. Les financements se font rares. Lever les obstacles, un impératif pour encourager cet entrepreneuriat. C'est justement la mission que s'est donnée des dizaines de femmes chefs d'entreprise qui souhaitent lancer une chambre nationale des femmes chefs d'entreprise afin de faciliter tant l'accompagnement mais aussi l'accompagnement financier et l'insertion des femmes dans les affaires. Reportage de notre correspondant sur place, Olivia Jacoto. En Côte d'Ivoire, 70 leaders d'entreprises ont entrepris et mis en place une chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Objectif, faire adhérer 1 million de femmes d'ici à 2020 par le renforcement des capacités et surtout l'autonomisation financière. C'est de travailler avec les grandes institutions financières, d'amener ces institutions à épouser notre idée et à leur dire qu'il y a trop de femmes entreprenantes qui sont encore dans l'informel. Et nous, notre rôle, c'est de les motiver, de les coacher, de les encadrer, de les former, afin que ces femmes épousent le côté formel. Les femmes chefs d'entreprise sont estimées à 15% en 2018 selon les autorités ivoiriennes. Le rapport dans l'économie est de 67%. D'ici 2023, les femmes chefs d'entreprise atteindront 48% et on les retrouvera dans tous les secteurs. Je fais du géobéton. Et principalement dans nos villages, parce que vous avez constaté que dans nos villages, les maisons sont en papeau, tout et tout. Et vraiment, je n'ai pas dit que je voudrais changer le monde, mais je voudrais apporter un plus en changeant la configuration de nos villages. La Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise est là pour nous appuyer, pour appuyer nos entreprises, pour appuyer nos fondations, pour appuyer nos réseaux, pour qu'enfin nous puissions participer à l'économie de notre pays et à l'émergence surtout de la Côte d'Ivoire. Notons que le 11 janvier 2019, la Côte d'Ivoire accueillera un forum international de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur l'entrepreneuriat féminin. Occasion pour les décideurs et les acteurs de mieux promouvoir ce secteur dans la sous-région. Alfred Chango, c'est finalement un environnement entrepreneurial qu'il faudrait revoir afin de favoriser l'entrepreneuriat féminin. Mais absolument, moi je salue déjà cette initiative de la Chambre justement de commerce des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. C'est déjà une très bonne chose. Qu'il y ait justement l'existence de ces entrepreneurs-là, c'est aussi une bonne chose, mais ça n'est pas suffisant. Ce que je voudrais ajouter aussi avant de répondre à la question, c'est que en Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, sans les femmes qui sont dans l'informel, ce continent ne tiendrait pas.
parce que ce sont elles qui nourrissent les familles, qui vendent, qui font le commerce dans l'informel pour financer la scolarité des enfants, pour soigner, etc. Et puis il y a les femmes dans les campagnes, dans les villages, aussi qui sous-tendent les familles et puis l'économie locale. Donc il faut qu'elles aient accès justement non seulement à la formation, c'est très important pour maîtriser les outils économiques, ne serait-ce que pour la production, la gestion des capital, etc. La maîtrise justement du fonctionnement de ces petites entreprises, parce que la plupart sont dans les petites entreprises, très petites, voire même. Et puis qu'elles aient accès au financement, ce qui manque souvent parce que on n'a pas confiance en elles et puis on ne pense pas effectivement que... Enfin, disons qu'il y a des obstacles socio-culturels qui sont là, qui font effectivement qu'elles ne sont pas financées. Donc pour moi, effectivement, c'est important qu'on leur apporte tout ce qu'il faut, c'est-à-dire en termes de formation, en termes de financement, pour qu'elles puissent effectivement soutenir les économies locales. Merci beaucoup à tous les trois. Alors on arrive malheureusement au terme de cette émission. Beaucoup de choses à dire effectivement autour de l'entrepreneuriat féminin. On aura l'occasion d'en reparler dans le cadre de prochaines émissions. Merci à mes invités. Succès Masra, je rappelle que vous êtes leader du mouvement tchadien Les Transformateurs et ancien économiste à la Banque africaine de développement. Merci à vous également Ibrahima Keïta. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant en communication. Alfred Chongo, merci beaucoup. Merci beaucoup Zara et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant. Merci beaucoup. En tout cas, on a un peu de pincement de ne pas parler des femmes. Vos sœurs vous en voudront de les avoir mis en annexe. On a eu déjà l'occasion d'en parler de nombreuses reprises dans cette émission et bien sûr, nous en reparlerons dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. À demain.